Écoutez, bonsoir. Merci de votre accueil. Désolé d'arriver un petit peu in extremis. J'avais une réunion très sérieuse dont le calendrier m'échappait un peu puisque mon cher fils passait en conseil de discipline dans son établissement. Je ne vous donnerai pas le résultat parce que j'ai dû partir avant la fin. Donc voilà, ça fait partie de la vie de parents, mais je ne vais pas vous parler de ça aujourd'hui. Je vais vous parler de mon activité de chercheur que je trouve beaucoup plus facile à assumer, parce que au moins j'ai été formé pour ça. Le métier de parent, c'est plus compliqué. Comme vous l'avez bien rappelé, j'ai eu l'occasion depuis 2 ans de faire beaucoup de conférences sur les gilets, le livre que j'ai sorti. Et ce soir, je ne vais pas du tout vous parler des gilets, ce qui est agréable, parce que j'ai un peu l'impression de me répéter. Donc là, c'est une conférence plus neuve, parce que c'est sur un sujet qui m'a occupé beaucoup moins de temps que les gilets, qui m'a occupé il y a 1 an. Alors c'était l'occasion, cette conférence, de m'y replonger, qui m'a occupé pour un article que j'ai écrit dans ce qu'on appelle un volume de mélange, un volume d'hommage à une collègue germaniste qui était professeure à l'Université Lumière Lyon 2, Anne-Marie Saint-Gilles. Et comme il s'agissait d'une collègue germaniste, et que je suis par ailleurs germanophone, à défaut d'être germaniste, je m'étais dit qu'il faudrait que je trouve un sujet qui concerne l'Allemagne et, si possible, qui touche aussi Lyon. Donc je me suis dit, à Lyon, il y a eu des Allemands et je vais m'intéresser aux Allemands. Alors quand on pense aux Allemands à Lyon, on pense plutôt à des choses un peu tragiques. L'hôtel Terminus, pas très loin d'ici, au siège de la Gestapo de l'autre côté du Rhône. Bon, il y a sur l'histoire des Allemands à Lyon, même dans la période contemporaine, des choses heureusement moins tragiques, même si, on va le voir, elles ne sont pas non plus très bien terminées pour les intéressés, mais de manière très différente. Et donc, quand j'ai cherché un sujet, j'ai pensé à ces Allemands qui étaient à Lyon avant 1914 et à ce qui leur était arrivé au moment du déclenchement de la guerre, à se retrouver vivre dans un pays en guerre avec leur pays d'origine. J'avais entendu parler déjà de cette histoire à Lyon, parce que peut-être certains le savent, j'ai édité il y a déjà pas mal d'années le journal intime d'Auguste Isaac. J'ai eu d'ailleurs l'occasion de faire une conférence dans cette salle sur cette édition. Auguste Isaac, notable lyonnais, président de la Chambre de commerce, et qui, dans son journal, en août 1914, signale que leur bonne allemande, qu'ils avaient à leur service, a été arrêtée et internée au Puy-en-Velay, je crois, comme beaucoup d'Allemands qui pouvaient se trouver en France à cette époque-là. Et donc, j'ai eu l'idée de m'intéresser éventuellement au cas du personnel de maison. On va y revenir, mais je me suis aperçu que les sources manquaient un peu, parce que ce n'est évidemment pas des gens qui ont laissé beaucoup de traces dans les archives, et j'ai un peu échoué à véritablement mener une étude sur le sujet. Donc ensuite, j'ai dérivé vers d'autres Allemands, ceux que donc j'ai appelés des termes généraux de négociants, enfin des gens qui, d'une manière ou d'une autre, étaient dans les affaires, dans le commerce, dans l'artisanat, dans l'industrie à Lyon avant 1914. Alors, c'est intéressé à une forme d'immigration, donc des gens qui avaient quitté leur pays d'origine, l'Allemagne, ou aussi l'Autriche, ou pour certains d'entre eux, mais il ne leur arrivera pas la même chose en 1914, pour certains d'entre eux la Suisse alémanique aussi, même si on verra qu'il y a eu des choses un petit peu bizarres en 1914 les concernant. Donc des gens qui avaient quitté leur pays pour s'installer en France. Et c'est une immigration ancienne dont on n'entend habituellement pas parler. On a l'habitude d'entendre parler historiquement d'immigration italienne en France, par exemple, de l'immigration polonaise plus tard, plutôt dans l'entre-deux-guerres, qu'on associe notamment aux mines,
du Nord, etc. L'immigration allemande, c'est pas une immigration dont on entend parler beaucoup parce que c'est une immigration qui n'a pas eu beaucoup de continuité, parce que, comme on va le voir, soit les Allemands qui étaient en France avant 1914, ils ont dû quitter la France, et pour beaucoup, on verra, ne pas y revenir, ou alors ceux qui ont réussi à rester, ils ont dû en gros cacher qu'ils étaient allemands, ou du moins prendre, on verra, la nationalité française, etc., et donner des gages à la France. Donc c'est une immigration qui du coup a disparu en tant que telle, ou qui n'a pas laissé d'histoire. Donc c'est un peu cette histoire oubliée que je souhaite retracer aujourd'hui. Alors les Allemands en France, quand on regarde les chiffres globaux, ce n'est pas la première communauté de loin vivant en France. Alors le dernier recensement que l'on a, c'est la colonne de droite, 1911. Vous voyez que les principales communautés étrangères en France avant 1914, donc en 1911, c'est les Italiens, de loin les premiers, suivis des Belges, des Espagnols, à peu près à égalité avec les Allemands, donc 102 000 Allemands. Mais il faut y ajouter, si on parle de l'ensemble des gens qui parlent l'allemand, des germaniques, il faut y ajouter évidemment une bonne part des Suisses, dont on ne connaît pas la proportion, on n'a pas le détail. Et puis les Autrichiens, Autriche-Hongrie, alors les statistiques plus ou moins parfois distinguent les Autrichiens et les Hongrois. Donc ce n'est pas la première communauté d'immigration, mais c'est une communauté non négligeable. Alors où sont-ils ces Allemands ? Moi je vais m'y intéresser aux Allemands à Lyon, dans l'agglomération lyonnaise. Ce n'est parce que c'était l'objet d'études que j'ai menées. Mais vous voyez que je ne vais pas m'intéresser à la population allemande la plus importante en France, puisque assez logiquement, une très grande partie sont dans le grand département de la Seine de l'époque, hein, donc c'est Paris et sa banlieue. Vous voyez, en gros, un tiers. Et puis, on en trouve sans surprise, alors à ce moment-là, bien sûr, on est avant 1914, l'Alsace et la Moselle sont allemandes, hein, donc évidemment, on ne les compte pas dans le recensement en France. Alors, donc, les Allemands sont sans surprise dans les départements limitrophes avec la Grande Allemagne de l'époque, c'est-à-dire la Meurthe-et-Moselle, on en trouve dans les Vosges, territoire de Belfort. Bon, on en trouve aussi sur la Côte d'Azur, région d'attraction, les Alpes-Maritimes, vous voyez. Et puis, arrive assez loin le Rhône, 1708 Allemands recensés en 1911. Bon, donc c'est pas une migration considérable. Et c'est assez loin de d'autres départements, mais en même temps, c'est quand même un phénomène intéressant parce que Lyon est quand même assez loin de l'Allemagne, donc il est intéressant de se demander qui sont ces Allemands, accessoirement ces Autrichiens aussi, et puis il y a aussi des Suisses qui sont eux plus nombreux. Alors évidemment à Lyon, on peut penser qu'il y a pas mal de Suisses romans, Genève n'est pas loin. Mais on verra dans l'étude accessoirement qu'il y a aussi à Lyon des gens qui viennent de Berne, de Zurich, de Bâle, donc des Suisses alémaniques. Donc une communauté qui quantitativement n'est pas considérable. Alors voici des chiffres plus précis sur l'évolution dans le Rhône. Vous voyez qu'ils sont là depuis assez longtemps. Alors il y a une petite croissance de la population allemande un petit peu en 1911 par rapport à 1896, mais ils sont là quand même pour beaucoup d'entre eux déjà depuis assez longtemps. Les années, on verra, 1870, 1880, certains avant. Les Autrichiens, c'est assez stable. Les Suisses, plutôt en régression. Mais évidemment, ce qui va être intéressant, c'est de voir qui sont ces Allemands. Et on va voir qu'il y a des catégories en fait très très différentes. Alors il y a des gens comme ce personnel de maison, assez nombreux, auxquels j'ai déjà fait allusion. Je vais y revenir brièvement. Qui donc sont eux dans les couches les plus modestes de la société. Et on va voir aussi qu'il y a des
gens qui sont, eux, plutôt dans le monde des affaires, plutôt donc dans une certaine bourgeoisie. Et donc, c'est une autre forme d'immigration qui va nous intéresser. Alors, comment appréhender On n'a pas beaucoup de données, c'est pas évident de repérer ces populations allemandes. On a ces chiffres-là globaux des publications du recensement, mais qui ne détaillent pas autrement que on sait qu'il y a tant d'Allemands dans le Rhône, mais on ne sait pas dans quelle commune, on ne sait pas leurs origines, on ne sait pas leur âge, on a juste quelques informations sur la répartition par sexe. On sait que pour les Allemands, il y a 55% de femmes, alors que par exemple l'immigration italienne, c'est seulement 46%. Pour les Britanniques, on a 66% de femmes parmi les Britanniques qui sont dans le Rhône. Donc, bon, cette majorité de femmes suggère effectivement qu'il y a cette population dont j'ai déjà parlé, celle du personnel de maison. Alors, pour la repérer un petit peu, avant de ne plus en parler, parce que ça ne sera pas mon sujet, mais pour signaler quand même que ça existe, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de regarder dans les listes nominatives du recensement, qui sont accessibles en ligne sur le site des archives départementales du Rhône, et de regarder dans des quartiers bourgeois, par exemple, où vous savez que dans les listes nominatives, on a la composition du foyer avec les parents, les enfants et le personnel de maison qui est nominativement listé avec ses origines, son âge et son lieu de naissance, ce qui permet comme ça de repérer les personnes d'origine étrangère. Et en regardant au hasard le boulevard du Nord, qui est aujourd'hui le boulevard des Belges, qui à ce moment-là, en 1911, connaît tout juste sa transformation en haut lieu de la bourgeoisie lyonnaise, hein, puisque le boulevard des Belges est implanté sur les anciens remparts et terrains qui ont été déclassifiés par l'armée à la fin des années 1890 et qui ont été vendus pour la construction avec, au début des années 1900, donc la construction en particulier sur le côté impair, le long du parc, des premiers hôtels particuliers, avec des accords qui sont passés avec la ville de Lyon, des contrats particuliers pour ces hôtels qui leur donnent un accès privilégié sur le parc, puisqu'ils ont le droit de sortir directement dans le parc par l'arrière, avec en plus la ville qui s'engage à ce qu'il n'y ait pas de construction dans le parc. À ce moment-là, si on avait eu l'idée de faire des constructions à moins de je ne sais plus combien de centaines de mètres, pour que la vue depuis les hôtels ne soit pas cachée. Et donc parmi ces habitants du boulevard du Nord, futur boulevard des Belges, en 1911, on trouve effectivement, vous en avez la liste là, un certain nombre de personnels de maison. Alors, ils ne sont pas très, très nombreux. Alors, il y en a côté impair, puis vous voyez aussi côté pair. Alors, côté pair du boulevard des Belges, ça reste des maisons, un habitat évidemment bourgeois, mais un peu moins prestigieux que du côté impair, évidemment, là où sont les véritables hôtels particuliers qui donnent directement sur le parc. Vous voyez qu'on a alors des domestiques qui sont suisses, allemands ou autrichiens. Alors parfois on marque simplement domestique ou employé. Parfois on précise un peu mieux gouvernante. Par exemple, la famille Hénard, grande famille des banquiers bien connus et hommes politiques à Lyon, installée dans un hôtel particulier au 31, a une gouvernante allemande recensée en 1911. Bon, les autres familles sont plutôt moins connues. Alors là, je n'ai recensé que les familles françaises, parce qu'on va voir dans un instant qu'il y a des familles allemandes qui habitent à ce moment-là boulevard du Nord. Alors évidemment, elles aussi ont des domestiques, mais là, on est dans le cas de familles françaises. Voilà, donc déjà une présence allemande. Alors évidemment, si on prenait d'autres quartiers bourgeois, les grandes artères des Brotteaux ou les rues des Nais, on trouverait aussi d'autres personnels de maison. Donc on peut penser que le nombre de personnes, d'employés de maisons d'origine germanique
à Lyon à cette époque-là se comptent en dizaines, voire peut-être en quelques centaines. Hein. Donc dans ce gros millier d'Allemands que l'on a à Lyon, c'est à l'évidence une composante. Donc je ne peux pas estimer précisément, parce que ça serait un travail extrêmement fastidieux de prendre toutes les rues les unes après les autres pour les recenser, mais c'est une composante importante, ce qui explique le fait qu'on ait une légère majorité de femmes, notamment chez les Allemands, 55%. Bon, même s'il y a aussi du personnel du maison qui peut être des masculins. Hein, vous voyez, assez curieusement, dans une famille Brunisson, on trouve un coiffeur autrichien. Alors c'est un peu bizarre, il fait partie du foyer. Est-ce qu'il est employé de maison à titre de coiffeur? C'est un petit peu étonnant, mais bon, peut-être. Bon, mais ce sont quand même plutôt des femmes. Mais on va aussi trouver, restons dans le même cadre, ce même boulevard du Nord, on va aussi trouver, où finalement on parlait pas mal allemand à cette époque, puisque en dehors de ma grosse dizaine de personnels de maison, on va trouver un certain nombre de familles d'origine germanique qui habitent, là, à titre principal, boulevard du Nord. Alors, j'ai noté là toutes les familles germaniques. J'ai pas noté les Alsaciens hein, d'origine, ceux qui étaient marqués, parce qu'en plus dans le recensement on marque pas la nationalité, donc on marque le lieu de naissance, d'origine. Donc j'ai pas pris ceux qui étaient nés en Alsace, parce que ceux nés en Alsace, ils pourraient avoir opté pour la nationalité française ou éventuellement avoir pris après 1870 la nationalité allemande. Bon. Mais là, je sais pas, je ne me suis pas intéressé à ces populations-là. Je me suis intéressé à ceux d'origine nés en Allemagne. Pour voyez, on trouve aussi des gens nés en Suisse. Et il n'y a pas d'Autrichiens là dans les populations qui habitent Boulevard de Liège. Alors, quand on regarde les adresses, il y en a un certain nombre dans la partie la plus prestigieuse, dans le côté impair. Vous en avez un au 9 et un autre au 37, là où on a les hôtels particuliers. Alors après, on en a qui sont dans la suite du côté impair, mais 81, 83, 91, on est, pour ceux qui connaissent, après l'avenue Verguin, après le lycée du Parc. Donc là, on est dans la partie impair, mais moins prestigieuse du boulevard, puisqu'on n'est plus le long du parc. Et puis, on en a quelques-uns du côté pair. Bon alors, j'ai mis les années de naissance. Vous voyez que ce sont des gens qui sont en 1911 autour de la cinquantaine pour beaucoup d'entre eux. Ils sont originaires de régions assez variées d'Allemagne. On a Hambourg, on a Mülheim, c'est dans la Ruhr, on a Potsdam près de Berlin, on en a un qui vient de Silésie, Cologne, Weissenstadt, c'est la Bavière. Donc il n'y a pas une région, c'est pas les régions les plus proches systématiquement, par exemple du Bade-Württemberg. Ça peut être un peu toutes les régions d'Allemagne. Et quand on regarde les professions, il faut que je revienne. Je suis allé trop vite, mais comme je ne suis pas très familier il faut que je revienne. Comment faire? Je ne vois plus le clic. Ah oui, peut-être. Voilà. Oui, attendez, c'est dans l'autre sens. Voilà, on va y arriver. Voilà. Oui. Voilà. Alors, que font-ils? Pardon. Que font-ils? Qu'est-ce qui est marqué comme profession? Bon, c'est pas toujours très précis dans le recensement. C'est négociant qui revient souvent. Désolé, c'est un petit peu coupé. On a un qui est marqué sans profession. Et un autre, on a directeur d'usine, on a voyageur de commerce, fabricant de soieries, négociant de soieries qui revient aussi. Bon, on voit quand même qu'il y a notamment un lien assez fort, évidemment, à Lyon avec la soierie. En fait, on va avoir aussi deux catégories qui apparaissent déjà ici. C'est des gens qui sont à leur compte, qui ont leur propre maison, plus ou moins importante, à faire de négoce ou de fabrique de soieries notamment.
Et puis, on va en avoir d'autres qui sont plutôt des salariés de quelques-unes des grandes maisons allemandes qui existent à l'époque à Lyon. Edward Leuwengaard, par exemple, donc, qui habite au 37. Alors, il est marqué sans profession. En fait, il est administrateur de la manufacture lyonnaise des matières colorantes, connue également sous le nom de Cassela, le nom de l'entreprise en Allemagne. Ça fait partie de ces usines de colorants. Vous savez que l'industrie des colorants était dominée par l'Allemagne et accessoirement par la Suisse avec Bâle. La France ne fabriquait pratiquement pas de colorants textiles à la suite de l'échec de la Fuchsin à Saint-Fons dans les années 1860, qui avait fait faillite, et le marché des colorants textiles avait été pris par l'Allemagne et par l'industrie bâloise, qui dominait non seulement l'industrie en Europe, mais même l'industrie des colorants dans le monde entier, hein, avec qui exportaient jusqu'au Japon, jusqu'en Chine, etc. Une part considérable de la production de colorants textiles était faite par les industries allemandes et bâloises. La France avait cherché à mettre des droits de douane pour protéger la petite industrie française des colorants et limiter les importations allemandes. Et les Allemands avaient trouvé la solution de contourner ces droits de douane en implantant des usines à partir des années 1880. Les droits de douane sont introduits en 1882, avaient implanté des usines en France parce que, en fait, pour produire les colorants en France, en fait, les droits de douane ne portaient que sur les produits finis. Donc, en fait, les produits intermédiaires étaient exportés d'Allemagne et transformés en France, qui permettait d'en faire des produits français et d'échapper aux droits de douane. Et il y avait comme ça des industries. Chaque grand fabricant allemand de colorants avait une usine en France. Il y en avait deux dans la région lyonnaise. Il y avait celle de Cassela, une des grandes entreprises allemandes de colorants de Francfort, à Lyon, dans le quartier de la Vitriolerie, juste de l'autre côté du Rhône, là. Et puis, il y avait aussi la fameuse BASF, la grande entreprise de Ludwigshafen, qui existe toujours, qui avait une usine à Neuville-sur-Saône. C'est ce qui est aujourd'hui, après bien des vicissitudes, l'entreprise Sanofi à Neuville-sur-Saône, qui avait été à l'origine donc l'entreprise de fabrique de colorants de la BASF. Et donc notre Leuwengaard, là, il est administrateur de cette manufacture lyonnaise des matières colorantes, et il est par ailleurs consul d'Allemagne, titre honoraire. Donc c'est un notable, une personnalité de Lyon, et donc il habite dans un de ces hôtels particuliers du 37. Et puis on trouve aussi Joseph Hartwig, là au numéro 93, qui est lui directeur de l'usine de velours, Christophe Andréae, dont la maison mère est à Mülheim dans la Ruhr, et qui avait implanté en 1907 une importante usine à Villeurbanne. Donc, c'est une filiale d'une entreprise allemande qui, avant la guerre, comptait 470 employés. Hein, donc, c'est une grosse usine. Et ce Joseph Hartwig, là, habitant boulevard des Belges, en est le directeur. Donc là, ce sont des salariés qui travaillent pour des entreprises allemandes. Bon, aussi bien à Cassela, aussi qu'à la BASF à Neuville, mais il y a 2-3 chefs allemands qui sont envoyés pour diriger l'usine, et puis après, évidemment, le reste du personnel est français. Alors, quand on regarde aussi ce qui est intéressant dans le recensement, on va voir que on a évidemment l'origine de l'épouse, et on va voir que dans beaucoup de cas, l'épouse n'est pas née en Allemagne. Et on a une épouse qui est née à Manchester, en Angleterre, dans le cadre de Gutmann. Et puis on a d'autres épouses qui sont nées à Lyon ou dans la région, en Ardèche notamment. Donc on voit que certains de ces Allemands ont épousé probablement des Françaises. Donc on voit qu'il y a une forme déjà d'intégration, puisque on est dans des mariages mixtes.
Bon, quelques autres, comme par exemple Julius Meyer, a une épouse, lui, qui est née à Boppard, en Allemagne. Mais la tendance est plutôt à des mariages mixtes. Alors, vous voyez, là, vous avez un exemple de ce que l'on trouve sur ces listes nominatives. Donc, c'est au boulevard du Nord, 9 boulevard du Nord. Alors, je ne sais pas si vous lisez bien, mais Henri Gutmann, né en 1857 à Hambourg, chef de famille, négociant. Donc, vous voyez sa femme ici, née en 1875 à Manchester. Les trois enfants, 1904, 1906 et 1908. Et puis le personnel de maison qui est mentionné, qui fait partie du foyer. C'est un foyer qui compte 10 personnes, parce qu'on a donc les parents, les trois enfants, le personnel de maison, ils sont 4. D'ailleurs, je vous dis une erreur. Dans cette année-là du recensement, il y a la nationalité qui est marquée. On voit qu'eux sont marqués tous allemands. Alors ça, c'est un des points intéressants. L'épouse est née à Manchester. Pourquoi est-elle marquée allemande? Parce qu'on va y revenir. À l'époque, la femme, quand elle se marie, quelle que soit son origine, prend la nationalité du mari. Donc une femme, par exemple française, qui va se marier avec un Allemand, elle devient allemande. Ce qui, évidemment, en 1914, n'est pas sans conséquence. Les domestiques, en revanche, sont français, sauf, là, on a une Anglaise institutrice. Bon, pour les enfants, visiblement, on doit vouloir, comme la mère est en plus anglaise d'origine, on doit vouloir que les enfants apprennent l'anglais, et donc on a pris une institutrice anglaise. Et on a de manière intéressante aussi un Arthur Gutmann, on a l'occasion d'y revenir, le frère qui habite avec eux, fait partie du foyer, un frère beaucoup plus jeune, puisque lui, il a 21, et c'est le cadet de 21 ans, il est né en 1878, son frère étant beaucoup plus jeune. Alors, on en arrive à, évidemment, les choses qui vont se gâter pour tous ces Allemands. C'est 1914, dès que la guerre. Et alors, ça va prendre un petit peu de temps. En fait, pour être publié au journal officiel. Alors, bon, je vous le montre, c'est pas très visible, évidemment, j'imagine, de la salle. Mais vous avez les mises sous séquestre de tout ce que les biens allemands qui pouvaient se trouver à Lyon au moment de la déclaration de guerre. Alors les mises sous séquestre qu'on a là ont été prononcées en octobre 1914, mais publiées au journal officiel en avril 1915. Et là, vous êtes obligé de le croire, parce que je ne vais pas pouvoir peut-être le lire, mais ici, par exemple, 21 octobre 1914, on a Henri Gutmann, qu'on a vu à l'instant, qui est commissionnaire en soierie. Alors là, on a une adresse quai Saint-Clair à Lyon, c'est l'adresse professionnelle. Il habite boulevard du Nord, mais maison allemande. Et donc, il est mis sous séquestre. Et c'est un receveur de l'enregistrement qui est chargé d'administrer ces biens. Alors, on a comme ça des pages et des pages dans le journal officiel. Alors, c'est non seulement toutes les maisons considérées comme allemandes, appartenant à des Allemands, donc là, comme ce commissionnaire de soierie, qui sont mises sous séquestre, mais c'est aussi tous les biens. Parfois, c'était simplement, il n'y avait même pas de personnes qui vivaient à Lyon, mais des entreprises allemandes qui avaient, au moment de la déclaration de guerre, des stocks à déposer à Lyon, chez des grossistes, etc. Et tout est mis sous séquestre. Donc on en a des pages et des pages au journal officiel. Et c'est justement à partir de ces pages du journal officiel que j'ai travaillé pour repérer tous ces entrepreneurs à Lyon, tous ces entrepreneurs allemands à Lyon. Alors, je n'ai pas pris les cas des entreprises allemandes qui avaient simplement des stocks à Lyon. J'ai pris les cas des entrepreneurs qui étaient présents à Lyon, installés à Lyon, que j'ai pu retrouver, et qui étaient mis sous séquestre. Alors, j'en ai recensé j'ai fait un petit corpus comme ça de 32, donc mis sous séquestre en 1914, mais publié au journal officiel 1915. Et sur ces 32 que j'ai repérés, alors on trouve donc dans les professions, c'est beaucoup la soierie, à peu près la moitié, des commissionnaires, des fabricants de tulle.
On trouve aussi d'autres activités textiles qui relèvent pas de la soierie, tailleurs à façon, fabricants de casquettes, du cuir, fourreurs, cordonniers, fabricants de pipes, libraires, enfin vous voyez, toutes sortes d'activités assez hétérogènes. Ce sont surtout des Allemands, mais on trouve aussi 3 Autrichiens, 3 Hongrois, et alors, de manière assez incompréhensible, 2 Suisses. Probablement que on n'a pas fait dans le détail, tout ça s'est fait très très vite au moment de peu après la déclaration de guerre, et qu'on a pris tous ceux qui avaient un nom allemand, et que alors après les gens ont dû se défendre en disant mais non, je suis suisse, moi, donc je suis un pays neutre, donc je ne suis pas ressortissant d'un pays ennemi, au départ, au moins, alors j'ai pas réussi à très bien savoir ensuite ce qui était arrivé à ces Suisses. On peut penser que le séquestre a dû être levé, j'en ai pas trouvé la trace, mais au moins au départ, c'est aussi tombé sur des Suisses. Évidemment, ce sont ces entrepreneurs plutôt des hommes, mais il y a une femme, marchande d'art japonais, allemande, qui est célibataire. Ce sont des gens d'âge de 43 ans, ça va de 29 à 76 ans. Donc là, ce sont tous des entrepreneurs à leur compte, hein, ou associés de maisons. J'ai pas pris les directeurs salariés, eux, c'est pas eux qui sont mis sous séquestre, c'est leur entreprise. Mais j'ai pris que ceux qui étaient entrepreneurs à leur compte. Alors, on retrouve la tendance que j'ai déjà évoquée. Sur les 32, il y en a 27 qui sont mariés, 8 seulement avec une épouse de la même origine germanique, donc beaucoup avec des épouses françaises, ou du moins françaises d'origine, mais on va revoir, qui sont entre-temps considérées comme des épouses allemandes. Donc ce qui montre leur intégration, ces gens se sont, notamment par le mariage, bien intégrés en France. Alors ce sont des gens qui ont plutôt réussi, ils habitent plutôt dans les quartiers bourgeois, donc dans le 6e, alors boulevard du Nord, on en a vu un certain nombre, on en trouve Cours Morand, l'actuel Cours Vuitton, avenue de Noailles, l'actuelle avenue Foch, avenue de Saxe, d'autres dans le 1er et dans le 2e, beaucoup moins dans les autres arrondissements de Lyon. Alors, c'est pas non plus là pour... Alors, on a vu les cas du boulevard du Nord, qui, pour certains d'entre eux, Gutmann, Levengard, sont de la grande bourgeoisie. Beaucoup d'autres, vous voyez par les professions, on est plus dans de l'artisanat, du petit commerce. Et ce qui explique que, en dehors des quelques cas dont j'ai parlé, jusqu'à maintenant, beaucoup ont, par exemple, une domesticité limitée, non pas de domestique, où on en a au maximum un. Beaucoup appartiennent plutôt à une petite bourgeoisie commerçante, relativement, relativement modeste. Alors, il faut que je suis encore allé trop vite et je reviens. Voilà. Alors pour vous montrer l'intégration de l'un d'entre eux, pareil, vous êtes obligé de me croire, je pense que ça ne va pas être très visible, c'est un contrat de mariage entre Ernest Beck, négociant en Tulle, demeurant à Lyon, 15 rue de la République, fils majeur, le père est décédé, la mère entière, et demeure à Offenbach sur le Main, donc près de Francfort. Et alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans ce contrat de mariage, vous voyez, on donne la filiation, mais il n'est pas dit explicitement qu'il est allemand. En fait, il l'est. Hein, le contrat de mariage date de 1904, et il épouse une fille Riberol, dont le père est employé à la Chambre de commerce de Lyon. En fait, il est sous-bibliothécaire à la Chambre de commerce de Lyon. Donc, vous voyez, un mariage entre alors lui, il est donc déclaré négociant en Tulle, hein, et il épouse cette demoiselle Riberol. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que lui a déjà un petit peu d'argent. Il apporte dans le contrat de mariage sont mentionnées ses affaires, ses parts on va y revenir, dans une société. En revanche, sa femme n'apporte pratiquement pas de dot. Donc, bon, on ne peut pas dire que lui faisait un très beau mariage, mais bon, évidemment, en tant qu'Allemand arrivé à Lyon, il ne peut peut-être pas prétendre à faire un mariage dans la grande société lyonnaise. Alors, que deviennent-ils après 1914 ? Alors, on a très très peu d'informations. On a juste ces listes qui disent que leurs affaires sont mises sous séquestre
il semble que la quasi-totalité d'entre eux ait quitté Lyon juste après la déclaration de guerre, soit qu'ils ont eu le temps de partir d'eux-mêmes, souvent en fuyant par la Suisse, soit qu'ils ont été évacués de force. Ils sont très très rares à être restés, à pouvoir rester, on va le voir. Seuls, évidemment, ceux qui ont entre-temps pris la nationalité française, eux, sont naturalisés. Il n'y a pas de dénaturalisation. Ceux qui ont pris la nationalité française sont protégés. Et alors, il y a un cas intermédiaire, c'est une catégorie de ceux qui s'appellent les admis à domicile, qui est une institution qui a disparu depuis longtemps, mais qui existait à l'époque, qui était une sorte d'antichambre de la nationalité française. Avant de prendre la nationalité française, on obtenait le titre d'admis à domicile, qui était déjà une première intégration en France, qui marquait qu'on n'était pas encore prêt à abandonner, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas avoir la double nationalité, donc on n'était pas encore prêt à abandonner sa nationalité d'origine, mais qu'on avait déjà envie de s'intégrer. Et alors, du coup, là, on va voir que pour les admis à domicile, c'est un petit peu plus... Ils vont être mis sous séquestre, mais ils vont avoir le droit de rester quand même en France. Évidemment, les épouses, même celles qui étaient françaises, eh bien, elles ont pris la nationalité du mari par le mariage, et du coup, elles sont obligées aussi de quitter Lyon. Elles sont évacuées. En revanche, la loi du sang fait que lorsque ces couples ont eu des enfants à Lyon, ces enfants s'ils ont eu 20 ans avant la guerre, ont déjà été appelés sous les drapeaux, puisque eux sont considérés comme français, et s'ils ne vont pas, à 20 ans, s'ils ne font pas leur service militaire, en gros, ils étaient obligés de quitter la France, puisque la loi du sang faisait qu'eux, on les considérait comme français. Et donc, on va avoir des cas assez intéressants d'enfants de fils qui vont partir faire la guerre du côté de la France, qui sont mobilisés, alors que leur père, l'activité de leur père est mise sous séquestre, considérée comme bien ennemi. Donc vous voyez comment ces familles sont écartelées. D'un côté, on dit au père, toi t'es allemand, t'es un ennemi, on te confisque ton entreprise, et le fils, il part au front, mais côté français. Et donc on peut se retrouver avec des familles, on va voir, dont le père doit quitter la France, et où le fils, lui, en revanche, combat côté français. Alors là, on a un appel au recensement, le 16 septembre 1914, du préfet du Rhône, qui en appelle au commissaire de police de l'agglomération lyonnaise, qui leur dit, en exécution d'instructions ministérielles, je vous prie, au cas où des Allemands ou Austro-Hongrois se trouveraient encore, ça veut dire que beaucoup sont partis, encore sur le territoire de votre quartier, de m'adresser aujourd'hui même, c'est urgent, hein, aujourd'hui même, un état nominatif les concernant, divisé en 3 catégories: les hommes considérés comme mobilisables de 17 à 60 ans, les personnes notables susceptibles d'être considérées comme otages, parce que ça peut être intéressant d'en prendre comme otages, pour négocier avec l'Allemagne ensuite, parce qu'il y avait des Français coincés en Allemagne, donc il y avait des négociations pour éventuellement se les échanger via la Suisse. Et puis les femmes, enfants ou vieillards ne rentrant pas dans les catégories précédentes. Donc dans chaque catégorie, il faut recenser tout ça. Voilà. Donc il y aura lieu de m'indiquer, en les désignant par leur nom, combien de personnes de la 3e catégorie demanderaient à sortir de France par la frontière suisse. Vous voyez que c'était vraiment la filière d'échange. Et on a par exemple là le commissaire de police du quartier de Saint-Potin, qui va donc recenser les Allemands, et il en recense un, Max Dannhauser, qui a 47 ans, nationalité austro-hongroise, qui habite rue Godefroy. Et Max Dannhauser, c'est un fabricant de dorures sur soie et d'ornements d'église. Alors, lui, on nous explique que c'est le seul. Alors, il est mis sous séquestre, on le trouve dans les listes de mise sous séquestre. Son affaire, lui, donc, était confisquée. Mais lui, il a une autorisation spéciale pour résider à Lyon, délivrée par le secrétaire général de la police le 4 août 1914, donc juste après la déclaration de guerre, parce qu'il a été admis à domicile
en 1895 et qu'il est en instance de naturalisation. Donc je vous avais dit, c'était l'antichambre, là, 1895. Et son fils, Gabriel, 20 ans, est naturalisé français. Bah oui, pourquoi? Parce que Gabriel, il est parti au front. Gabriel, bon, il est parti au front, mais il avait d'abord été ajourné par le Conseil de révision pour faiblesse, et ensuite il partira dans les services auxiliaires de l'aviation. Donc le père, dans une situation intermédiaire, on l'autorise à rester à Lyon, mais on lui confisque son commerce d'ornement de broderie. Alors on disait que le père, il était en instance de naturalisation. Effectivement, dans les dossiers, on retrouve en 1915 une demande de naturalisation, mais la demande est refusée parce qu'on dit c'est pas pour de bonnes raisons qu'il veut devenir français, c'est juste pour sauver son commerce. Et donc on lui refuse sa naturalisation, et on verra la fin de l'histoire plus tard, il ne retrouve pas son commerce. Donc vous voyez que tout ça est quand même très très strict. Et alors, que deviennent-ils après 1918 ? Donc tous ces gens-là dont on a vu les mises sous séquestre publiées au journal officiel. Alors on retrouve des listes dans le journal officiel en 1921. Là, c'est la requête aux fins de liquidation du séquestre. Là, ça prend un peu plus de temps, c'est seulement en 1921, 3 ans après la fin de la guerre. Là encore, on a tout un tas de listes à Lyon. On va retrouver des noms que l'on a vus. Bah, on a ici un Gutmann. Donc tous ceux dont les affaires avaient été mises sous séquestre sont liquidés et donc ne leur sont pas restitués. Soit les entreprises sont vendues et reprises, soit elles sont purement et simplement liquidées lorsqu'il s'agit de petites entreprises qui n'ont pas des actifs importants. Et donc, ça concerne la quasi-totalité des séquestres qu'on a trouvés. Donc tous ces gens vont perdre leur entreprise définitivement. Ils l'avaient perdu provisoirement en 1914, ils la perdent définitivement. Alors qu'est-ce qu'ils deviennent ensuite? Alors on s'aperçoit qu'en fait, beaucoup ne vont pas... Alors ils avaient quitté la France pendant la guerre, mais beaucoup sont revenus. Ils perdent leur entreprise, mais visiblement ils ont des liens forts avec la France. On a vu que beaucoup avaient épousé une femme d'origine française, avaient des enfants qui éventuellement avaient combattu dans l'armée française, donc ils ont quand même du mal à rompre les liens avec la France. Mais on va les retrouver alors, à Lyon, ou pour certains d'entre eux, ils partent à Paris, mais ils ont perdu leur entreprise, et on les retrouve plutôt comme employés. On va les retrouver par représentants de commerce, etc. Donc, ces gens sont victimes d'un fort déclassement. La guerre, pour eux, a eu des conséquences graves. Et d'autres, alors là, on a moins de sources, d'autres, même certains mariés avec des Françaises, en revanche, font le choix de rester en Allemagne. Et alors, en Allemagne, on a un problème, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes accès aux sources généalogiques qu'en France. En France, aujourd'hui, c'est devenu très facile de retrouver les gens parce que les actes d'état civil sont massivement en ligne sur les sites des archives départementales ou municipales. Et donc, on peut arriver, sans se déplacer, à retrouver les gens qui se sont mariés à Paris, etc. Pour l'Allemagne, ça n'existe pas du tout parce que je pense que l'activité de généalogiste est moins répandue en Allemagne et que par ailleurs en Allemagne, il y a une grande méfiance à l'idée de la protection des données, l'idée de ficher les gens, etc. Et donc, il n'y a pas du tout ces possibilités d'accès. C'est très compliqué d'avoir des informations sur ce que sont devenus les personnes. Donc, je n'ai pas toujours retrouvé ce qui était devenu ceux qui étaient repartis en Allemagne. La seule trace que j'ai pu trouver, c'est dans les actes de naissance des épouses françaises. Dans quelques cas, on voit en mention marginale que l'épouse est décédée en Allemagne dans les années 50, 60, bien plus tard. Alors pour finir, je vais m'intéresser à quelques cas
de familles vraiment particulièrement intéressantes. C'est Gutmann, dont j'ai déjà parlé, puisque l'un d'entre eux habitait avec son frère, d'ailleurs, boulevard des Belges. C'est vraiment une famille très intéressante. C'est une famille d'origine juive, de Hambourg, qui donc va subir le séquestre, en partie, on va le voir, le séquestre de 1914, et ensuite qui subira le nazisme et ses épigones, et qui sera obligé de quitter l'Europe en 1939-40 au moins. Alors, à l'origine, on a un Moïse Gutmann, négociant de vêtements à Hambourg, qui a eu, alors c'est pas tous ses enfants, mais c'est ceux qui sont partis à Lyon, 3 garçons qui sont partis à Lyon, Henri, dont on a déjà vu, qui habitait boulevard des Belges, né en 1857, Ferdinand, né en 1856, et puis donc le cadet Jules, né en 1877, tous à Hambourg, qui vont venir en fait s'installer à Lyon successivement en 1884, 1886 et 1894. Et en fait, ils viennent à Lyon parce que leur oncle maternel, Wilhelm Brussel, donc leur mère était une Bruxelles, Wilhelm Brussel, né en 1844 à Hambourg, lui est installé à Lyon, alors je ne sais pas très bien depuis quand, mais il a une maison de négoce de soierie, Bruxelles et compagnie, dans les années 1880, mais il doit déjà être là depuis longtemps, et parce que lui, il sera naturalisé français dès 1885. Et il va faire venir ses neveux qu'il prend comme employés. Et lui, en fait, dans les années 1890, pour des raisons que j'ignore, quitte Lyon pour devenir commissionnaire en marchandises à Paris. Et en fait, ses affaires sont reprises par ses neveux, alors qui vont créer aussi 2 maisons différentes. Il y a d'un côté Henri, qui a lui une activité de commissionnaire en soierie assez importante, puisqu'il a 35 employés en 1914, c'est lui qui habite boulevard des Belges, là, au 9. Et puis les 2 autres frères, eux, c'est eux qui directement prennent la suite de Bruxelles et compagnie, qui le transforment en Gutmann et compagnie, négoce de soierie. Et alors, les 3 frères vont avoir des stratégies différentes par rapport à la France. Pourtant, les 3 ne s'étaient pas mariés avec des Françaises. Henri avait épousé encore à Hambourg, juste avant de partir à Lyon, une femme de Hambourg, allemande, qui vient avec lui à Lyon. Ferdinand lui avait épousé à Paris en 1901 une femme qui était aussi d'origine allemande. Et puis Jules, lui, qui était à Lyon depuis 1894, était reparti à Hambourg en 1912 pour épouser une Allemande. Donc les 3 n'avaient pas de femmes françaises. Entre-temps, la première femme d'Henri était décédée en 1901, et il avait épousé cette 2e femme d'origine anglaise, c'est celle qu'on avait vue tout à l'heure dans la liste de recensement, qui était née à Manchester. Et Henri, lui, marié ensuite à cette 2e femme, marié en 1903, cette 2e femme anglaise, ne demande pas la nationalité française avant 1914. Donc lui, son affaire de commissionnaire de soierie est mise sous séquestre. En revanche, les 2 autres frères associés de Gutmann et compagnie, eux, avaient eu la bonne idée de demander la nationalité française. Alors, de manière étonnante, le premier à le demander, c'est Jules, qui le demande en 1910, et qui l'obtient, alors qu'il est pourtant encore célibataire. Et c'est un peu étonnant parce qu'on remarque dans le dossier que il ne présente pas tous les gages d'intégration, il n'est pas beaucoup à Lyon, par ses affaires, il voyage énormément, parce qu'en fait, ils font du négoce avec l'Inde, notamment, donc, et puis il n'est pas très souvent à Lyon, mais bon, on dit qu'il
pose pas de problème, qu'il ne fait pas de politique, il est bon. Donc on lui accorde la nationalité française, et bizarrement, après, il est encore moins présent à Lyon, parce qu'il va se marier une fois qu'il a la nationalité française, c'est qu'après qu'il se marie à Hambourg, et il est beaucoup à l'étranger dans les années qui précèdent la guerre. Son autre frère, Ferdinand, lui qui est plus à gérer la maison lyonnaise, lui demande la naturalisation en 1912, et on a son dossier de naturalisation ici, et qui montre que là, celui, c'est une personnalité qui est devenu un notable à Lyon, et avec ses affaires. On dit qu'il est arrivé en France en 1886, et qu'il habite Lyon depuis 1898. Donc il semble qu'il ait dû aussi être un peu avant à Paris. Après avoir été employé de son oncle, M. Bruxelles, commissionnaire en soierie, il a pris la succession de ses maisons et s'est associé avec ses deux frères. Bon, en fait, l'information n'est pas tout à fait exacte, parce qu'il y a un des deux frères qui est dans une maison indépendante. Cette maison est bien connue à Lyon, et elle fait un gros chiffre d'affaires avec les Indes anglaises. Voyez. Monsieur Gutmann est marié avec une demoiselle Bach-Louise, qui est de nationalité française. J'ai dit tout à l'heure qu'il avait épousé à Paris. De cette union sont nés deux fils âgés de 9 et 5 ans. Les renseignements recueillis sur le compte du postulant sont bons à tout point de vue. Il a satisfait la loi militaire en Allemagne. Ah oui, ce qui normalement aurait pu être un problème, parce qu'il avait déjà fait son service. Il n'est pas tout jeune, hein, il est né en 1866, donc quand il demande la nationalité, il a 46 ans. Mais donc on dit, il a fait son service militaire en Allemagne, mais il a été réformé après 3 mois de service. Alors bon, du coup, ça atténue un peu les choses. Il n'a plus de parents en Allemagne, et ses parents sont décédés, et il sollicite sa naturalisation, parce que tous ses intérêts sont en France, où il s'est installé. Et donc, vous voyez, il l'obtient en 1912. Et ce qui fait que la maison Gutmann et compagnie, elle, à la différence de l'affaire de commissionnaire de soierie d'Henri, la maison Gutmann et compagnie, des deux autres frères, n'est pas mise sous séquestre, les deux ont nationalité française. Alors, il y a quand même un séquestre partiel, c'est qu'il y a un troisième associé dans l'affaire, qui n'apparaît pas dans le nom, dans la raison sociale, un dénommé Julius Meyer, qu'on a vu tout à l'heure, qui habitait boulevard des Belges, qui lui est allemand, donc ses parts à lui sont mises sous séquestre, mais comme il est associé minoritaire, ça ne remet pas en cause l'existence de la société, et les deux frères peuvent continuer. Alors, ils peuvent continuer sous réserve que... Alors, Ferdinand, lui, il a, au moment de la guerre, il est né en 1866, il a 48 ans, donc lui, il n'est pas mobilisé. En 1912, on a constaté qu'il était trop vieux on n'allait pas lui refaire faire son service militaire en France. En revanche, lui, le cadet, 1877, donc lui, il a 37 ans au moment de la guerre, et bien lui, on l'envoie au front. Et donc, bien qu'il soit très lié à l'Allemagne, il s'est marié avec une Allemande à Hambourg en 1912, mais on l'envoie au front. On a là son matricule militaire. Bon, là aussi, vous êtes obligé de me croire. On l'envoie dans le 57e régiment d'infanterie. Et vous voyez que ses états de service militaire sont assez courts, puisqu'il est tué dans la Somme en décembre 1914. Et alors, de manière intéressante, là vous êtes vraiment obligé de me croire parce que c'est écrit au crayon, il est dit sur le matricule militaire qu'il est parti au front sous le nom de Saunier. Alors ça, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'on a dû lui donner un faux nom pour qu'il ne parte pas avec un nom allemand, parce que ça devait faire un peu désordre d'avoir un nom allemand dans l'armée française. Donc on l'a envoyé au front sous le nom de Saunier. Et donc, notre Gutmann est décédé. Donc, sa guerre a été courte dans les batailles de la Somme dès 1914. Quand on regarde la descendance ensuite, alors il y avait un autre, dans les premiers enfants d'Henri, il y en avait un qui était un garçon né en 1885 à Lyon, qui lui aussi est mobilisé en 14. Son père est mis sous séquestre,
comme il est allemand, et le fils, il est envoyé dans l'armée française. Alors lui, il disparaît en 1914, on ne sait pas de nouvelles, et on ne retrouve de ses nouvelles qu'en 1918, en fait, il était en captivité pendant 4 ans. Il avait été fait prisonnier par les Allemands, mais il ne semble pas qu'on ait eu de doute sur son caractère combattant. Personne n'a imaginé qu'il avait été se rendre volontairement aux Allemands, puisque quand il revient de captivité, on lui donne la croix de guerre. Donc a priori, on a dû avoir des témoignages comme quoi il avait vraiment combattu et qu'il s'était fait retrouver prisonnier. Après, ce sont des filles donc, qui ne sont pas mobilisées. Ferdinand, lui, a 2 enfants, mais qui sont trop jeunes, on l'a vu, il en était question dans sa demande de naturalisation, ils sont trop jeunes pour partir au front, ils feront leur service militaire dans les années 20. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que cette famille, ensuite, va connaître un destin très international, puisque, alors, les 2 là qui avaient gardé leur maison, bah, lui, il est décédé. Il a une fille qui a 1 an à sa mort, bon, donc pas d'héritier évidemment pour reprendre l'affaire. Alors il reste lui qui va continuer, Ferdinand, l'entreprise Gutmann et compagnie, jusqu'à sa mort à Lyon en 1927. Et puis, bah, lui, il a été mis sous séquestre, bien que son fils ait combattu pour la France, et le séquestre est liquidé en 1921. Il ne retrouve pas son importante affaire de commissionnaire en soirée, 35 employés, et on le retrouve dans l'après-guerre, mais il est parti à Paris, où il reprend une activité de commissionnaire exportateur, mais il a perdu sa maison lyonnaise, et lui a demandé la nationalité française en 1926. Mais que devient-il ensuite? Il meurt en 1940 à Hollywood. Donc, je crois il meurt l'été 1940. Il a quitté la France, à l'évidence, au moment de l'arrivée des Allemands, et fuyant, évidemment, en tant que juif, le nazi. Et alors, la famille, quand on regarde dans les enfants, après, il y en a qui vont partir. Il y a un fils qui vivra en Nouvelle-Zélande, il mourra en Nouvelle-Zélande en 1987. Hugo, qui lui meurt prématurément à 35 ans à Los Angeles en 1941. Du côté des enfants de Ferdinand, ils sont installés à Paris comme leur père. Non, ils sont installés à Paris, pas comme leur père qui meurt à Lyon. Ils sont installés à Paris dans l'entre-deux-guerres. Et ils mourront en France. Elle, la fille unique de Jules, qui avait 1 an à sa mort, elle part en Israël, et on la retrouve se mariant en Israël en 1941. Alors c'est pas encore Israël, c'est la Palestine. Et elle épouse quelqu'un qui deviendra député ensuite à la Knesset. Donc vous voyez une famille très très éclaté. Apparemment, de ces descendants-là, aucun n'a été victime de la Shoah et est mort dans les camps. Mais en tout cas, une famille qui a vu son existence 2 fois perturbée, une première fois par la guerre de 14 et ensuite par les mesures de la politique antisémite. J'ai un autre cas d'une famille intéressante pour finir assez vite. C'est les Hartfish, dont j'ai déjà parlé. Hartfish, alors c'est aussi, j'en ai parlé parce qu'il y avait un des fils là qui était le directeur qui habitait boulevard des Belges, qui était le directeur de la maison de velours Christophe Andréae. Mais lui, en fait, il était né à Lyon parce que c'était un immigré allemand de la 2e génération, mais qu'il avait gardé la nationalité allemande. Son père était déjà venu à Lyon. Son père était né en 1841 en Hesse et est venu s'installer comme négociant à Lyon. Et il a épousé à Lyon en 1873 une Anna Osterhaus d'origine allemande, mais dont le père était à ce moment-là à Lyon comme consul honoraire des États-Unis, parce que le père avait une histoire assez incroyable. Il était officier prussien dans les années 1840-50,
Et ensuite, il était parti aux États-Unis, où on le retrouve comme général pendant la guerre de sécession. Et ensuite, il quitte les États-Unis pour venir comme consul à Lyon. Et donc sa fille épouse Frédéric Hartwich. Ils ont plusieurs enfants, dont Joseph, qu'on retrouve comme directeur de cette importante maison de velours. Et en fait, il y a un autre frère, Hartwich, né en 1844, aussi négociant à Lyon, qui a plusieurs enfants également. Alors là, c'est un exemple de famille. Personne n'avait pris la nationalité française avant 1914. Et tout le monde, apparemment, est reparti en Allemagne, puisque tous ces enfants-là sont nés à Lyon, mais quand on regarde les actes de naissance, il n'y a aucune mention marginale, ni de mariage, ni de décès. Donc ça veut dire qu'ils ont quitté la France et que l'état civil français n'en a plus une nouvelle. Donc probablement qu'ils sont repartis en Allemagne. C'est le cas notamment du directeur de cette maison, Christophe Andréae, dont on ne retrouve plus trace à Lyon. C'est quelqu'un qui était donc installé boulevard des Belges, avec directeur de cette importante usine, mais qui est mise sous séquestre. Donc il perd son emploi et comme il n'a pas, c'est juste une entreprise dont il était directeur salarié, il repart en Allemagne. Il y a juste quelques parties de la famille des enfants du frère qui apparemment eux sont restés pour certains d'entre eux au moins en France. Mais là encore, une famille complètement perturbée par la guerre. Juste pour finir, quelques nouvelles de ceux dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises. Notre fabricant d'ornements d'église, qui donc avait été mis sous séquestre, mais autorisé à rester à Lyon en 1915. Alors j'ai dit tout à l'heure qu'il avait tenté d'obtenir la nationalité française en 1915, qu'on lui avait dit non, parce qu'on disait que c'était juste pour récupérer son séquestre. Il retente sa chance en 1921, même réponse. Là, on lui refuse sa naturalisation parce que la demande ne serait motivée que par la volonté de rentrer en possession de ses biens placés sous séquestre. Pas de cadeau. Pourtant, son fils a combattu pour l'armée française. Et donc, quand d'ailleurs son fils, qui est ancien combattant, se marie en 1921, le père est présenté comme ancien fabricant. Il a la retraite forcée, il n'a plus d'entreprise. Mais ensuite, il va pouvoir reprendre son activité professionnelle apparemment, même si son entreprise a dû être liquidée, mais il a dû repartir dans son activité, parce qu'au mariage de sa fille en 1929, là, il est présenté comme fabricant. Et d'ailleurs, entre-temps, il a enfin obtenu sa nationalité française. Évidemment, on lui avait liquidé son affaire, donc comme il continuait de demander la nationalité française, on ne pouvait pas lui reprocher que c'était pour récupérer son affaire. Donc on lui donne la nationalité. Autre cas, celui d'Ernest Beck, dont j'ai parlé, qui était lui ce fabricant de tulle là, qui avait épousé la fille de l'employé de la chambre de commerce. Il était associé dans une maison de fabrique de tulle Beck et Longjarret avec un certain Léon Longjarret, qui devait être un proche, parce que c'était son témoin de mariage. Mais quand éclate la guerre, Longjarret ne va pas lui faire de cadeau, puisque Longjarret il veut sauver sa maison. Ils sont Beck et Longjarret, donc il y a un Allemand, un Français. La partie Beck est mise sous séquestre, donc lui, il veut sauver son affaire. Et il va prétendre devant le tribunal qu'il a passé un accord avec Beck, qui est alors réfugié en Suisse à Lausanne. Il a passé un accord le 25 octobre 1914, où Beck accepte la dissolution à l'amiable de l'entreprise. Mais le tribunal refuse cet accord à l'amiable parce que dit toute relation commerciale avec un sujet allemand étant illégale, vous ne pouvez pas avoir passé un accord avec votre associé pour une liquidation à l'amiable de l'affaire. Et donc, Longjarret va devoir demander en mars 1915 au tribunal la liquidation judiciaire de l'affaire, liquidation unilatérale. Alors, de manière intéressante, Beck, citoyen allemand en fuite en Autriche, il est quand même représenté par un avoué lyonnais au procès, qui le défend en son absence. Mais en tout cas, le tribunal liquide l'affaire et Longjarret continue l'affaire tout seul, s'associera avec un autre Français. Bon, Beck pourtant revient après la guerre, faut dire, il est marié avec une Française. On en retrouve sa trace, mais à Paris, et il a abandonné son affaire. Il est
naturalisé français en 1928 et meurt, c'est pas la date très bien, avant 1932. Et ses fils, eux, continuent leur vie en France, s'y marient à Paris, mais vivent à Paris. Et puis, il a encore un dernier cas, Guillaume Gartner, 1867, d'origine autrichienne, fabricant de pipes, passage de Largue. Alors, lui aussi, il avait épousé une Française, qui était née de manière amusante à Vienne, mais Vienne dans l'Isère. Il était passé par Paris, Marseille et Paris, ce qui explique que les enfants sont nés à Marseille et à Paris. Et il s'était installé dans les années 1900 à Lyon comme passage de l'Arc. Lui aussi est mis sous séquestre. Et alors, en 1921, il est revenu lui aussi à Lyon. Mais là, dans le recensement, il apparaît comme tourneur sur pipe. Et en fait, il est employé de son fils. C'est-à-dire que son fils a dû recréer une maison. Et le père, qui a vu son affaire mise sous séquestre, est employé de son fils. Bon, il décède juste l'année d'après. Et les enfants vont continuer l'affaire de pipe, toujours passage de Largue, avec, on retrouve une société Gartner frères et sœurs, il y a une sœur dans l'affaire. Donc vous voyez à quel point le destin de ces familles a été incroyablement bouleversé par la guerre. Mais alors, certains sont repartis définitivement en Allemagne, comme on a vu pour les Hardfish, ont perdu tout lien presque avec la France. D'autres, malgré la mise sous séquestre et la perte de leur entreprise, avaient des liens forts avec la France, épouses, enfants, et sont revenus, mais ont beaucoup perdu, puisque en fait on n'en retrouve pratiquement aucun qui, à part le cas d'Anna Hauser, tous sinon soit deviennent rentiers après la guerre, soit deviennent employés, soit recréent une autre affaire à Paris. Mais enfin, personne ne continue l'activité lyonnaise. Et probablement que la guerre a représenté pour ces familles une perte importante. Ce qui faisait leur réussite, leur fortune, s'est effondré. Vous voyez, et pourtant, bien que beaucoup d'entre eux aient fait preuve, notamment à travers leurs enfants, d'une loyauté à travers la France, mais ils ont été implacablement, à partir du moment où ils n'avaient pas pris la nationalité française, considérés comme ressortissants d'un État ennemi. Bon, on sait que c'est quelque chose qui s'est retrouvé en 1939, où la France aussi a eu du mal. On avait en 1939 beaucoup d'Allemands qui étaient des réfugiés du nazisme, juifs ou pas, des intellectuels, etc. Et beaucoup d'entre eux, même opposants au nazisme, ont été d'abord internés en France en 1939 dans des camps, parce qu'on les a considérés d'abord comme des citoyens ressortissants d'un pays ennemi, sans se préoccuper de pourquoi ils étaient venus en France, éventuellement, pour beaucoup d'entre eux, en opposition avec le régime nazi. Donc vous voyez, les guerres, alors qu'on était avant dans des périodes assez ouvertes, où finalement les gens voyageaient entre la France et l'Allemagne, se mariaient avec des Françaises, etc., les guerres ont vraiment marqué des ruptures, où on a renvoyé chacun à son camp, à son pays d'origine, et où donc ça a eu des conséquences très fortes pour ces familles. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ces propos sur un sujet qu'on n'a pas forcément l'occasion de rencontrer souvent. Je me posais une question sur vos sources, parce que vous, par exemple, vous donnez les décès dans tous les pays du monde des descendants de familles juives. Vous avez eu des contacts familiaux qui vous ont permis de faciliter non, je n'ai pas pris contact. Il y a je ne sais plus comment, un descendant à un moment a eu connaissance de mon travail et m'a contacté, mais non, je n'ai pas pris contact avec les descendants. Il y en a sûrement, hein, mais bon, on est quand même là sur des générations déjà anciennes, donc les enfants sont déjà décédés. Il faudrait vraiment arriver aux petits-enfants qui n'ont pas connu la période de la guerre, etc. Non, en revanche, pour la famille, bon, il y a quand même parfois des généalogies en ligne, maintenant ça aide. Pour la famille, notamment Gutmann, il y a un site internet qui comporte sur la famille qui fait par une descendante qui donne les détails. Beaucoup d'informations. Donc ça m'a aidé, mais il faut parfois être prudent parce que parfois il peut y avoir des erreurs. Non, sinon les lieux de décès, on les retrouve parfois, quand on a de la chance, dans les mentions marginales d'actes de naissance. Il n'y a pas de règle, c'est-à-dire que quand les gens décèdent ou se marient ou décèdent à l'étranger,
il y a moins de chances que les mentions marginales figurent dans l'acte de naissance, évidemment, parce que la transmission est moins bonne, mais ça arrive. Parfois, on trouve la mention, savoir où les gens sont décédés. Mais évidemment, le fait qu'on ne trouve pas d'informations, souvent, quand c'est le cas, par exemple, de toute une famille, là, toutes les Hartfish qui sont tous nés à Lyon, où il n'y en a pas un seul mention marginale de naissance, dans l'acte de naissance, c'est sûrement parce qu'ils sont tous partis en étranger, peut-être probablement en Allemagne. Parce que la transmission est quand même moins facile. Mais on arrive, et puis en farfouillant aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de familles qui mettent leur généalogie en ligne, sur Généanet, etc. Donc on peut arriver à trouver des informations. Y a-t-il des questions? Et est-ce qu'il y a eu à la guerre de 14 beaucoup d'Allemands, par exemple, qui ont été internés? Et est-ce que les gens plus modestes qui ne sont pas partis par la Suisse, est-ce qu'il y a eu des gens internés? Est-ce qu'ils sont restés internés jusqu'à la fin de la guerre Ça, c'est justement, on a vraiment très très peu d'informations là-dessus. J'ai essayé de chercher. J'ai l'impression que beaucoup ont fui, puisque dans les recensements, là je vous ai montré pour le quartier de Saint-Potin, mais quand les différents commissaires de leur quartier répondent souvent qu'il n'y en a plus, qui sont partis. Donc beaucoup semblent être partis. Mais après, j'ai le témoignage d'Auguste Isaac qui dit que leur bonne allemande, elle était internée au Puy-en-Velay. Et je pense que certains sont restés internés peut-être pendant toute la guerre. Mais j'ai pas trouvé de source. Sortie d'écrou ou de sortie d'internement? J'ai pas trouvé de source. J'ai cherché pour essayer de trouver. Je n'ai pas trouvé dans les archives de police. Peut-être que j'ai mal cherché, mais j'ai pas trouvé dans les archives de police pour Lyon, pour le Rhône. J'ai pas trouvé trace de ce qu'étaient devenus ces gens, effectivement, même on a mention d'internement, mais je n'ai pas. Alors, il faudrait savoir, aller voir, j'avais cette information là d'Auguste Isaac, comme quoi la bonne était internée au Puy-en-Velay. Il faut peut-être aller voir aux archives de la Haute-Loire, je ne sais pas, je ne suis pas allé voir, mais comme je connais, à part ce cas-là, je ne connais pas les lieux d'internement, donc je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas trouvé de. Pas de camp. Non, il n'y a pas de. Non, parce que oui, c'est vrai qu'en 1939, on sait qu'il y a des camps dans le sud de la France, les Milles, Gurs, etc. Les Espagnols. Oui, il y a des Espagnols et il y a des Allemands qui sont mis. Là, on n'a pas d'informations et c'est un sujet qui n'a pas intéressé les historiens. Autant pour 1939, ce sont des intellectuels, des opposants au nazisme, donc c'est des gens auxquels on s'intéresse. Il y a des gens célèbres qui sont internés et tout ça. Pour 1914, ce sont des gens beaucoup moins célèbres, sont pas soit comme on a vu, ça peut être des personnels domestiques, soit ça peut être des petits hommes d'affaires comme à Lyon, etc. Donc ça n'a pas suscité le même intérêt de la part des historiens ou de manière générale des journalistes ou pas cas. Donc on sait très peu de choses. Apparemment beaucoup. Alors comme là on a ce témoignage de Beck qui est installé à Lausanne à l'automne 1914. Est-ce qu'il passe toute la guerre en Suisse? Ou est-ce qu'il retourne en Allemagne un temps? Je ne sais pas, on n'a pas d'informations. On sait qu'il revient à Lyon, en France du moins après la guerre, mais on ne sait pas plus. Oui. Qu'est-ce qui explique que les 32 personnes allemandes ont eu leurs biens sous séquestre et que ça fasse l'objet d'une procédure de diffusion au journal officiel? Ils sont ressortissants de pays ennemis. Tant qu'ils n'ont pas la nationalité française, c'est implacable. Ils sont ressortissants de pays ennemis, donc leurs biens sont automatiquement mis sous séquestre. Que ça se fasse l'objet d'une diffusion au journal officiel. Ça, c'est la pratique habituelle. On retrouvera la même chose sous Vichy, pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez au journal officiel des pages et des pages de biens mis sous séquestre appartenant à des ressortissants de pays considérés comme ennemis. Tous les biens anglais, par exemple, en France, sont mis sous séquestre, et biens américains à partir de décembre 1941 sont mis sous séquestre. Donc vous avez des listes au journal officiel. Et de même, les biens juifs, y compris français, qui, en vertu des lois de Vichy, vont aussi être mis sous séquestre, vous en avez aussi la publication au journal officiel. Ça, c'est une pratique. Il y a l'idée, il faut rendre public le séquestre. Parce qu'en fait, quand une maison est mise sous séquestre, il devient interdit de faire des affaires avec elle. Donc le journal officiel, ça vise à rendre public. Il faut, par exemple, que les créanciers de ces Allemands, les clients de ces Allemands, sachent
que la maison est mise sous séquestre, parce qu'ils vont plus, s'ils ils veulent faire rembourser leurs créances, ils vont plus s'adresser au patron, qui est démis de son affaire, ils vont devoir s'adresser au commissaire séquestre. Donc, c'est publié au journal officiel, on donne le nom du commissaire séquestre, donc les créanciers de ces gens-là savent à qui s'adresser pour obtenir le remboursement de leurs créances. Et donc, on va liquider ces affaires pour payer les créanciers. Ouais. Vous n'avez pas de renseignements sur la confession religieuse de ces braves gens, et je me demandais si l'église luthérienne a gardé des traces de leur passage à Lyon. Alors ça, j'ai essayé de regarder. Bon, sur les 32, j'en ai identifié 3 familles juives, parce que après, pour la suite, on s'aperçoit que bon, il y a les Gutmann dont j'ai parlé, 2 autres familles, Friedlander et puis une 3e, parce que j'ai trouvé des traces après qu'ils avaient été victimes de l'antisémitisme plus tard, sous le nazisme ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour les autres, entre catholiques et protestants, j'ai pas trouvé d'informations parce que, alors on pourrait trouver l'information si j'avais accès aux sources de l'état civil allemand qui, dans un pays qui n'est pas un pays laïque, recense les confessions. En Allemagne, sur votre acte de naissance, votre acte de mariage, figure la confession dans les recensements, etc. En France, pays laïque, la dernière fois où on a mention des confessions, c'est dans le recensement en 1851, fait sous Napoléon Bonaparte. Le recensement de 1851 mentionne les confessions. Mais après, ça disparaît des recensements et de l'état civil. Et comme mes Allemands, ils arrivent plutôt après, donc j'ai pas... celui qui vient de Bavière, on peut supposer qu'il est plutôt catholique, mais la répartition exacte entre luthériens et protestants, alors il aurait fallu essayer de regarder dans les avis d'obsèques, par exemple, dans la presse, peut-être que j'aurais pu trouver, mais c'est quand même assez compliqué. Enfin, en tout cas, c'est pas dans les actes officiels. Et j'ai pas trouvé. Oui, il y avait une église luthérienne à Lyon, donc effectivement, mais j'ai pas trouvé d'archives. Bon, puis c'est pas une recherche qui m'a occupé pendant des années. Hein, c'est pas les gilets, donc. Oui, ça serait intéressant à creuser, mais je ne sais pas beaucoup. Est-ce que je peux indiquer à notre ami Aimé Marc qu'il y avait une partie des personnes que vous avez citées qui faisaient partie de la communauté luthérienne, comme Schilling, comme Frey. D'un autre côté, la communauté allemande luthérienne avait une propriété rue des Acacias à Écully. Cette propriété a été mise sous séquestre, ainsi que certains foyers qui se trouvaient pas loin d'ailleurs de l'église de la rue Fénelon ont été mis également sous séquestre. Voilà. Maintenant, une interrogation qui est devenue Monsieur Levengart, le consul. Alors, Levengart, j'en perds la trace. Oui, alors on perd sa trace. Ça a été un bibliophile remarquable. Et en 1921, tous les livres qu'il avait récoltés ont été vendus à Lancan. Hein. Bah oui, oui. Et c'était quelqu'un qui était chevalier de la Légion d'honneur. Oui. Voilà. Oui, mais Levengart n'avait pas demandé la nationalité française. Il n'avait pas demandé la nationalité française. Donc il est mis impeccable. Oui, ses biens sont confisqués. La maison Cassella de Lyon est liquidée. Donc il n'a plus d'affaires à Lyon. Je pense qu'il est reparti en Allemagne, mais je n'en ai pas trouvé la trace. Oui, et la communauté luthérienne avait été fondée bien avant par des Suisses et des Allemands qui venaient autour de 1820 ou 1830, qui ont été cordonniers, surtout en masse, de pauvres gens. Donc on a fondé cette communauté qui se trouvait place des Cordeliers, à peu près où ensuite a été les Galeries Lafayette. Voilà, puisqu'il y avait des reproches du clergé disant ils chantent beaucoup trop fort, les prêtres des Cordeliers, disant mais c'est trop, ils sont vraiment trop bruyants. Voilà. Merci. Pardon, une dernière question peut-être. On a le temps. Merci. Est-ce que vous savez si les dispositions législatives qui ont permis cette mise sous séquestre ont été créées après la déclaration de la guerre ou si elles existaient avant ? Elles étaient antérieures. Je pense que c'était alors
Alors ça a été précisé dans ses modalités par des textes au moment de la déclaration de la guerre, mais non, l'idée que, ça c'est une idée qui transcende les périodes, hein, l'idée que à partir du moment où il y a déclaration de guerre, tout ce qui a les ressortissants et tous les biens appartenant à des citoyens d'un pays ennemi sont mis sous séquestre. Bon, ça c'est, je pense, quelque chose qui... Alors, je ne sais pas si aujourd'hui, si on déclarait la guerre à un pays, comment ça se passerait, mais je ne suis pas sûr que tout ça soit aboli. Enfin, je pense que c'est... Je ne sais pas. La question est un peu théorique, j'espère, mais... Merci. Et peut-être question, il y avait un lieu de sociabilité pour cette communauté allemande, parce que justement, elle se répartit au moins en 3 religions. Donc, est-ce que du coup, il y avait un cercle, une brasserie? Ça, je n'avez sais pas pas, de traces. Ils sont... avant 1914, on trouve très peu de choses dans les archives de police. C'est pas du tout une immigration qui inquiète. Il n'y a aucun désordre suscité par les Allemands. Autant les Italiens, il y a les anarchistes italiens, donc on surveille. Là, ces Allemands, ils sont parfaitement paisibles, donc très bien intégrés. Donc la police s'y intéresse pas du tout. Hein. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que quand arrive 1914, là, qu'on leur demande d'établir des listes, ils ne sont pas bien affichés, donc ils ont un peu de mal à les trouver. Donc du coup, je ne sais pas très bien quels sont leurs lieux de sociabilité. Bon, visiblement, il y a une dimension communautaire, bon, même si j'ai dit qu'ils s'étaient quand même assez bien intégrés pour beaucoup d'entre eux, parce que beaucoup se marient avec des femmes françaises, lyonnaises, mais on voit quand même que dans les mariages, par exemple, les témoins de mariage sont souvent, pour les hommes qui se marient, des autres Allemands. Et il y a des liens entre certaines familles assez forts qui sont installés à Lyon. Donc je pense qu'il y a une dimension communautaire. Ces gens se fréquentent, se connaissent. On n'en a pas de traces. Mais vous dire exactement dans quel cadre, je ne sais pas. Madame. Bonjour. Seulement, je voulais préciser que lors de recherches tout à fait différentes sur la loge du parfait silence de la rue Garibaldi, je suis tombée justement sur l'existence d'un foyer pour domestiques allemands, donc rue Garibaldi, entre le cours Vuitton et la rue de 16, du côté des numéros impairs. Voilà. Je pense effectivement qu'il y avait, j'ai vu ça des traces dans les archives, oui, quand j'ai dit j'avais essayé de faire quelque chose sur les domestiques, mais j'ai un peu renoncé parce que je ne trouvais pas cette chose. Il y avait visiblement des bureaux de placement. Enfin, quand on voulait une bonne ou une institutrice allemande, il y avait des organismes qui s'occupaient de recruter du personnel et de les placer dans des familles lyonnaises, qui s'occupaient de leur arrivée à Lyon, les premiers hébergements avant qu'ils aillent dans la famille, etc. Il y avait comme ça une organisation. Oui. Il y avait il y avait un cercle de jeunes filles allemandes, ouais. qui pouvait correspondre à ce que dit madame, mais il y avait un cercle qui était vers la rue Fénelon, ah, oui. et qui a été mis sous séquestre aussi en 1900. Ah oui, c'était implacable, hein. Il n'y avait vraiment rien qui n'échappait. Oui, parce qu'il y avait un pasteur allemand. Hein. Ouais. Oui, non, ça, ces séquestres étaient absolument systématiques, sauf à avoir pris la société française. Au moins, il n'y a pas eu de dénaturalisation. Ce que Vichy fera ensuite, dans certains cas, pour des personnes d'origine juive notamment. Mais même si on avait pris la société française d'un vu Gutmann 1912, c'était très récent, il n'a eu aucun ennui. Bon, après, c'était peut-être pas facile quand même d'être d'origine allemande en 1914 en France, mais bon, au moins, on lui a pas confisqué sa maison. Quand vous parlez des évacués, ouais. Il y a eu une évacuation, il y a eu un convoi qui a été organisé, ou vous pensez aux gens qui sont partis au parcours? Je pense qu'il y en a qui partent d'eux-mêmes. Je pense qu'il y a un certain désordre au moment de la mobilisation et que de la déclaration de guerre, et que via la Suisse, c'était quand même très facile de partir. Je pense qu'il y en a qui partent très très vite et il y a dû avoir après des évacuations aussi de force. Apparemment, j'ai trouvé des allusions, mais là encore, j'ai rien trouvé de très précis, quoi.
façon, à partir du moment où ils sont partis, on s'en préoccupe plus. On met leurs affaires sous séquestre, et puis on se préoccupe juste de savoir s'il en reste. Mais finalement, le bilan là, qui est fait à septembre 1914, hein, les commissaires de police disent la plupart du temps, j'en ai pas dans mon quartier, ils sont partis. Bien, écoutez, merci. Donc, il y a encore des pages à écrire. Merci à tous. Et donc, notre prochaine séance de janvier sera animée par notre ami Marc Rochet,